Ma sœur m'a dit, tu n'as rien à faire dans cette famille et mes parents ont confirmé, c'est vrai. Alors, je suis parti sans un mot. Plus tard, alors qu'ils étaient en vacances tous ensemble, j'ai reçu 15 appels manqués de ma sœur qui me suppliait de l'aider. Je suis un homme de 28 ans, et j'ai été, durant la quasi-totalité de ma vie, l'homme à tout faire non officiel de la maison, depuis l'âge où j'ai eu assez de force pour tenir un outil. Ma sœur, Camille, 32 ans, est la fille parfaite depuis sa naissance. Je n'exagère pas, mes parents ont des photos d'elle encadrées dans chaque pièce. De moi, s'il en existe une, elle doit être rangée au fond d'un tiroir. Depuis la fin du lycée, la différence de traitement était si flagrante que même les voisins s'en rendaient compte. Camille a eu droit à des cours de piano, de danse, des colonies de vacances et une nouvelle voiture pour ses 18 ans. Moi, j'héritais des vêtements d'un cousin et je recevais des leçons sur la responsabilité quand je demandais si je pouvais m'inscrire au club de football. Les activités coûtaient cher, l'argent était rare. Curieusement, seulement quand il s'agissait de moi. Quand Camille est entrée dans une grande école de communication, mes parents ont absolument tout financé, les frais de scolarité, le logement dans un studio parisien, ses dépenses personnelles, ses voyages d'études à l'étranger. Elle a obtenu son diplôme sans la moindre dette. De mon côté, j'ai fait un BTS en comptabilité que j'ai complété par une licence à l'université, tout en travaillant à plein temps dans un entrepôt pour payer mes études. Il m'a fallu 6 ans pour obtenir mon diplôme, car je ne pouvais suivre que quelques matières par semestre tout en travaillant 50 heures par semaine. Ma récompense fut un SMS, fier de toi, champion, accompagné d'un emoji pouce en l'air. Pas de fête, pas de cadeau, juste un emoji. Camille n'a jamais vraiment exercé le métier pour lequel elle avait étudié, elle a enchaîné des postes administratifs jusqu'à sa rencontre avec son mari, Arnaud, lors d'un événement de networking. La famille d'Arnaud est très aisée, son père possède des concessions automobiles dans 3 régions différentes. Camille est devenue femme au foyer, avec une femme de ménage et un coach personnel. Elle ne travaille pas, mais elle a toujours des opinions bien arrêtées sur l'éthique de travail des autres. Mes parents traitent Arnaud comme le fils qu'ils ont toujours rêvé d'avoir, il joue au golf avec mon père chaque dimanche et ma mère partage ses publications sur l'entrepreneuriat comme s'il était un génie de la finance, il a hérité d'une entreprise et se prend pour un grand homme d'affaires. Je travaille comme analyste financier dans une entreprise de taille intermédiaire, c'est un emploi stable et respectable. Mes parents ne m'ont jamais demandé comment se passait mon travail, mais ils peuvent vous détailler le handicap de golf d'Arnaud et son opinion sur les marchés financiers. Il y a 3 ans, pour leur mariage, mes parents ont offert un pavillon à Camille et Arnaud. Une maison entière, 4 chambres, 3 salles de bain dans un quartier cossu de la banlieue ouest, d'une valeur d'environ 450 000 €. Un investissement dans leur avenir, a dit mon père. Quand j'ai demandé un peu d'aide pour constituer mon apport pour un appartement, mon père a ri et m'a dit que je devais apprendre à mieux gérer mon argent. Alors, j'ai arrêté de demander. J'ai pris ma vie en main, j'ai loué mon propre appartement, je l'ai meublé, j'ai construit ma carrière et j'ai accepté ma place, le fils de rechange, celui qui existe au cas où Camille aurait besoin de quelque chose. Et mon Dieu, qu'elle avait besoin de choses, sa voiture tombe en panne, elle m'appelle, la box internet ne fonctionne pas, elle m'appelle, déplacer des meubles, elle m'appelle, un bruit étrange dans la maison à 23 heures, elle m'appelle. J'étais le technicien, le support informatique et le soutien émotionnel en version frère, et j'y allais presque toujours, pensant que peut-être, cette fois, il serait reconnaissant. Ce n'est jamais arrivé, tout était considéré comme un dû. J'ai passé 6 heures à les aider à déménager sous la chaleur du mois d'août. À la fin, mon père m'a donné 20 € en disant « Bon travail aujourd'hui », comme si j'étais un des déménageurs qu'ils avaient engagés. L'année dernière, ma voiture a rendu l'âme, moteur hors service, transmission fichue, irréparable. J'avais besoin d'un véhicule pour aller travailler et je n'avais pas assez d'économies, car quelques mois plus tôt, j'avais aidé mes parents à hauteur de 3 000 € pour la réparation de leur toiture, ils ne me les ont toujours pas remboursés. Quand j'ai demandé un prêt, pas un cadeau, un prêt avec intérêt, mon père m'a dit qu'ils étaient financièrement à sec après l'achat de la maison de Camille et après avoir aidé le père d'Arnaud à développer son affaire. J'ai fini par contracter un crédit à la consommation avec un taux d'intérêt élevé pour acheter une berline d'occasion. Ce n'était pas agréable de payer ces mensualités, mais je l'ai fait, parce que je suis quelqu'un qui trouve des solutions. Les dîners du dimanche étaient le pire. Censés être un moment de convivialité familiale, ils étaient en réalité des séances dédiées à l'exaltation de la vie parfaite de Camille et Arnaud.
Le jour où j'ai annoncé ma promotion au poste d'analyste senior, avec une augmentation significative, ma mère a répondu « C'est bien, mon chéri », avant de demander immédiatement des nouvelles de la décoration du salon de Camille. Malgré tout, je continuais à venir, espérant qu'un jour ils se souviendraient qu'ils avaient 2 enfants. Il y a 6 mois, Camille est tombée enceinte et est devenue intouchable, tout tourné autour du bébé. Ma mère a pratiquement emménagé chez elle pour l'aider, mon père courait pour la moindre commission, si Camille avait une envie d'un type de cornichon particulier qui se trouvait à 40 minutes de route, il y allait. Je me suis blessé au dos en déplaçant des meubles au bureau et je ne pouvais pas conduire. J'ai demandé à ma mère si elle pouvait me faire quelques courses, elle m'a répondu qu'elle était occupée à préparer la chambre du bébé et que je devrais utiliser une application de livraison. Message reçu. Camille est devenue encore plus exigeante, réparer le broyeur, installer des rideaux, déplacer des sacs de terreau. Toujours urgent, toujours parce qu'elle était enceinte, et je continuais d'y aller. Il y a 3 mois, ils ont annoncé des vacances en famille sur la Côte d'Azur, une villa avec vue sur la mer près de Sainte-Maxime pour une semaine, ce serait une sorte de lune de miel avant la naissance. Lors du dîner du dimanche, ils ont évoqué qui dormirait dans quelle chambre. Jamais mon nom n'a été mentionné. J'ai demandé, et moi, je dors dans quelle chambre? Silence de plomb. Mon père s'est raclé la gorge, c'est plutôt un voyage pour le cercle proche de Camille, l'espace est limité avec la famille d'Arnaud. La famille d'Arnaud était invitée, mais pas moi. Ma mère a ajouté, tu comprends, mon chéri? Camille a besoin de son système de soutien. Ils ne m'ont pas demandé si je voulais venir, ils ont décidé pour moi. Camille n'a rien dit, Arnaud regardait son téléphone. J'ai répondu, pas de problème, j'ai du travail. 2 semaines plus tard, lors d'un autre dîner, il parlait des réservations et des préparatifs, puis Camille a dit, ah, au fait, il faudra que tu surveilles les maisons pendant notre absence. Elle n'a pas demandé, elle a affirmé. Ta maison, ai-je demandé. Les deux, la nôtre et celle de papa et maman. Les plantes, le courrier, pour que ça n'ait pas l'air vide. Vous ne pouvez pas engager quelqu'un. Camille a levé les yeux au ciel, pourquoi payer quelqu'un si tu es là? En plus, on te fait confiance, la famille, c'est fait pour s'entraider. Et voilà, la phrase était lâchée, la famille, c'est fait pour s'entraider. Cette phrase avait été utilisée contre moi toute ma vie. Quand il s'agissait de m'inclure dans leurs vacances, nous n'étions plus une famille, mais dès qu'ils avaient besoin de travail gratuit, alors nous l'étions. Quelque chose s'est brisé en moi. Non, ai-je dit. Tout le monde a arrêté de manger et m'a dévisagé. Comment ça, non, a demandé Camille comme si je venais de parler une langue étrangère. C'est non, je ne garderai pas vos maisons. Mon père a posé sa fourchette avec un bruit sec, fils, ta sœur a besoin d'aide, elle est enceinte, c'est important. Alors, engager quelqu'un, ai-je répété, il y a des services professionnels pour ça. Le visage de Camille est devenu rouge, tu vas vraiment être aussi mesquin? On te demande juste un simple service. Vous ne me demandez pas, ai-je répondu en gardant mon calme, vous me l'imposez, et je vous dis que c'est non. Arnaud a enfin levé les yeux de son téléphone, c'est quoi ton problème? C'est juste passer voir 2 maisons. Mon problème, ai-je répondu sans changer de ton, c'est que je fais partie de la famille quand vous avez besoin de quelque chose de moi, mais je cesse d'en faire partie quand vous organisez des vacances. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ma mère a poussé un soupir outré, comme si j'avais dit quelque chose d'impardonnable. Ce n'est pas juste, tu sais très bien ce qu'il en est pour la villa, il n'y avait pas assez de place. Bien sûr, pas de place pour moi, mais il y en avait pour les enfants de la sœur d'Arnaud, à qui Camille parle à peine. J'ai compris. Camille s'est levée d'un bond, la chaise a raclé le sol. Tu vas sérieusement faire de ma grossesse une histoire qui tourne autour de toi? Tu es à ce point égoïste? C'est moi, l'égoïste, ai-je demandé. Intéressant. Tu sais quel est ton problème, a-t-elle dit en haussant le ton. Tu es jaloux. Tu l'as toujours été, de moi, de ma vie, de mon mariage, de tout. Tu ne supportes pas que je sois heureuse. Je ne suis pas jaloux, ai-je répondu à voix basse, je suis fatigué d'être traité comme l'homme à tout faire. L'homme à tout faire? Tu es sérieux? On t'inclut dans tout. Vous m'incluez quand ça vous arrange, quand il faut réparer quelque chose, porter quelque chose ou résoudre un problème, mais quand il s'agit de faire vraiment partie de la famille, je suis une pensée de dernière minute.
Mon père a frappé la table de la main, ça suffit. Tu manques de respect. Manquer de respect? J'ai passé toute ma vie d'adulte à être là pour vous. J'ai aidé à payer votre toiture, j'aide Camille avec tout ce qu'elle demande, je viens à ses dîners chaque semaine même si personne ne s'intéresse à ce que j'ai à dire. Et maintenant je ne mérite même pas une place dans les vacances familiales. Ce n'était pas personnel, a dit ma mère d'une voix faible. C'est toujours personnel, maman, tout ce que vous faites l'est, seulement vous ne voulez pas l'admettre. Camille a croisé les bras, si tu es si malheureux de faire partie de cette famille, alors peut-être que tu devrais partir. Un silence glacial s'est abattu sur la table. Même Arnaud a relevé la tête. Qu'est-ce que tu viens de dire, ai-je demandé. Tu m'as très bien entendu. Si être avec nous est un si grand fardeau, si tu penses qu'on te traite si mal, alors peut-être que tu n'as pas ta place ici. Peut-être que tu n'appartiens pas du tout à cette famille. J'ai regardé mes parents, espérant qu'ils l'arrêteraient, qu'ils lui diraient qu'elle avait dépassé les bornes, le moindre signe de désaccord. Mon père a évité mon regard et s'est concentré sur son assiette, ma mère observait la sienne en silence. Aucun des deux n'a rien dit. C'est donc ça? Ai-je demandé. Vous êtes d'accord avec elle? Mon père a finalement parlé, personne ne dit que tu n'as pas ta place, fils, mais Camille traverse une période sensible en ce moment. Peut-être que tu pourrais te montrer plus compréhensif au lieu de compliquer les choses. Et voilà, même après qu'elle m'ait pratiquement mis à la porte, le problème, c'était encore moi, parce que je n'étais pas assez solidaire. Compris, ai-je dit en me levant, merci d'avoir clarifié les choses. J'ai pris mes clés et je suis sorti. Personne ne m'a arrêté, personne ne m'a appelé. Je suis resté assis 5 minutes dans ma voiture dans l'allée, espérant que quelqu'un sorte pour s'excuser ou au moins pour demander si j'allais bien. Personne n'est sorti. J'ai conduit jusqu'à mon appartement et je me suis assis sur le canapé à regarder le mur, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Ma sœur m'avait pratiquement expulsé de la famille et mes parents l'avaient soutenu. Après 28 ans à être celui qui arrangeait toujours tout, on venait de me dire que je n'avais pas ma place. Parfait. S'ils voulaient que je disparaisse, j'allais disparaître. J'ai passé la semaine suivante à tout organiser. J'avais déjà envisagé de déménager dans un autre quartier plus proche de mon travail, j'ai trouvé un bel appartement dans un quartier calme à environ 45 minutes de là, 3 pièces, belle vue, propriétaire sympathique. J'ai signé le bail, payé la caution et programmé le déménagement. Ensuite, j'ai pris mon téléphone et j'ai bloqué tous leurs numéros, mes parents, Camille, Arnaud, même les proches qui auraient pu essayer de servir de médiateurs, bloqués sur les appels, les réseaux sociaux, tout. J'ai changé mon numéro et je ne l'ai donné à personne susceptible de le leur communiquer. Le dimanche précédant leur départ pour la Côte d'Azur, ils s'attendaient sûrement à ce que je vienne dîner. Je ne suis pas venu, j'étais en train de faire des cartons. Le mardi, j'avais déjà déménagé. J'ai laissé l'ancien appartement impeccable et j'ai rendu les clés au syndic. Je n'ai pas envoyé de message d'adieu, je n'ai pas laissé de mots, je n'ai pas fait d'annonce dramatique, je me suis simplement retiré de leur vie en silence, comme ils me l'avaient suggéré. Ils m'ont dit que je n'avais pas ma place, et je les ai crus. Le meilleur, c'était le timing, ils sont partis pour le sud ce jeudi-là, au moment où ils atterrissaient, j'étais déjà installé dans mon nouvel appartement, avec mon nouveau numéro configuré et mon ancienne vie complètement déconnectée. Cette semaine-là, je me suis vraiment reposé pour la première fois depuis des années, pas d'appel soudain de Camille me demandant de faire des réparations, pas d'obligation de dîner dominicaux, pas de reproches ni de commentaires passifs-agressifs. Juste la tranquillité. Le samedi, 5 jours après leur départ, j'étais dans un café du quartier en train de lire quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était Didier, mon ancien voisin. Un type sympa, on parlait de sport parfois. Salut, il y a quelqu'un qui te cherche, m'a-t-il dit, ta sœur est passée à l'appartement hier. Elle avait l'air bouleversée, elle a frappé à ta porte pendant bien 20 minutes. Ah bon, ai-je répondu, c'est bizarre. Oui, elle a laissé un mot, un truc à propos d'une urgence familiale et qu'elle avait besoin que tu l'appelles au plus vite. Je me suis dit que tu aimerais le savoir. Merci, ai-je répondu, mais tout va bien pour moi. Didier m'a regardé avec curiosité, mais n'a pas insisté. Nous avons bavardé quelques minutes de plus et il est parti. Une urgence familiale. Comme c'est pratique. Je me suis demandé ce qui pouvait bien être si urgent. Ce soir-là, j'ai consulté mon ancienne messagerie vocale,
que j'avais transférés sur mon email avant de résilier la ligne. Il y avait des messages, 15 appels en absence du numéro de Camille et 6 messages vocaux. J'ai écouté le premier, c'est moi. On a une situation ici et on a besoin de ton aide. Appelle-moi dès que possible, c'est important. Le deuxième, je ne sais pas pourquoi tu ne réponds pas, mais c'est sérieux. On a besoin que tu fasses quelque chose pour nous, appelle-moi maintenant. Le troisième, plus agacé, mais où es-tu? Ça fait des heures que j'appelle, papa et maman sont désespérés. On a besoin que tu ailles à la maison t'occuper d'un truc, c'est une urgence. Rappelle-moi. Le quatrième, si tu nous ignores à cause du dîner, c'est vraiment immature. On a un gros problème et tu es le seul qui puisse nous aider. Réponds. Le cinquième, d'accord, je sais que tu es fâché, mais est-ce que tu peux mettre ça de côté un instant et nous aider? S'il te plaît, je te le demande gentiment. Appelle-moi. Le sixième était d'Arnaud, salut, c'est Arnaud. Je sais que le dîner a dérapé, mais on a vraiment besoin de toi. Il s'est passé quelque chose à la maison et Camille est en train de perdre la tête. Tu peux nous appeler. Je les ai tous écoutés sans rien ressentir, ni culpabilité, ni inquiétude, ni envie de répondre, juste un calme étrange. Ils avaient besoin de moi. Bien sûr, ils avaient toujours besoin de moi quand quelque chose tournait mal, le frère fiable qui laissait tout tomber pour résoudre leurs problèmes. Mais je n'étais plus leur frère. Ils avaient été clairs, je n'appartenais pas à leur famille, vous vous souvenez? J'ai supprimé les messages et je suis allé me coucher. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait, j'ai appelé mon cousin Lucas. Il vit dans une autre région, mais quand nous étions enfants, nous nous entendions bien. Avec les années, nous nous sommes éloignés, probablement parce que ma famille n'a jamais entretenu ces liens. Nous avons parlé pendant 2 heures, je lui ai tout raconté. Il n'était pas surpris, ça fait des années que je vois comment il te traite, m'a-t-il dit, j'ai arrêté de venir aux réunions de famille parce que je ne supportais plus de voir ça. Ta sœur a toujours été pourri gâtée et tes parents ont laissé faire. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Lui ai-je demandé. M'aurais-tu écouté? Tu continuais à venir, à aider, en espérant qu'il change. Parfois, on doit s'en rendre compte par soi-même. Il avait raison, je ne l'aurais pas écouté. Toute ma vie, j'aurais cherché des excuses pour eux. C'était ce que je faisais toujours, justifier l'injustifiable pour avoir l'impression qu'un jour ils m'accepteraient. Lucas et moi avons convenu de nous voir quelques semaines plus tard. Il s'est avéré que j'avais plus de famille que je ne le pensais, des gens qui se souciaient vraiment de moi, c'est juste que j'avais été trop occupé à essayer d'obtenir l'approbation de ceux qui n'avaient jamais eu l'intention de me la donner. Le lundi après-midi, une semaine après le début de leur voyage, j'étais en réunion quand j'ai remarqué que quelqu'un insistait sur ma ligne professionnelle. Mon assistante a frappé à la porte de la salle de conférence et a dit que c'était urgent. En décrochant, j'ai entendu la voix de ma mère, d'une manière ou d'une autre, elle avait obtenu le numéro de mon bureau. Mon fils, Dieu merci. Ça fait des jours qu'on essaie de te joindre, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? J'ai changé de numéro, ai-je répondu froidement. Tu as fait quoi? Pourquoi tu ferais une chose pareille? Ça m'a semblé être la bonne chose à faire. De quoi as-tu besoin, maman? Il faut que tu ailles tout de suite à la maison de Camille. Une canalisation a éclaté au sous-sol et tout est inondé. La maison se remplit d'eau, tu dois couper l'arrivée d'eau principale et appeler un plombier. Ça a l'air d'être un sérieux problème. Ça l'est, c'est pour ça qu'on a besoin que tu t'en occupes. Avez-vous essayé d'appeler directement un plombier ou un service de dépannage? Je suis sûr qu'il existe un service d'urgence 24 heures sur 24. Pourquoi appellerait-on des inconnus si tu peux le faire? Tu connais la maison, tu sais où tout se trouve. Je ne peux pas vous aider avec ça. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Comment ça, tu ne peux pas? Je ne peux pas, je suis au travail. De plus, j'habite maintenant à 45 minutes et, honnêtement, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ton problème? C'est la maison de ta sœur, elle est enceinte, tu te rends compte du stress qu'elle subit? Peut-être qu'Arnaud aurait dû rester à la maison au lieu de partir en vacances, ou peut-être que vous auriez dû engager quelqu'un pour s'en occuper, comme je vous l'avais suggéré. Tu vas laisser sa maison être inondée juste parce que tu es fâché pour ce dîner? Je ne suis pas fâché, je suis simplement indisponible.
Vous avez été très clair sur le fait que je ne fais pas partie de la famille, je ne vois pas pourquoi vos urgences seraient, elles, de ma responsabilité. Personne n'a dit ça. C'est Camille qui l'a dit, et toi et papa étiez d'accord. Je ne fais que respecter votre décision. C'est ridicule, tu te comportes comme un enfant. Je suis cohérent. Je dois retourner à ma réunion. Bonne chance avec le dégât des eaux. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répliquer. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais à cause de la décharge d'adrénaline de m'être défendu pour la première fois. C'était étrange, presque étranger, mais aussi libérateur. Les appels ont continué au bureau, j'ai demandé à mon assistante de filtrer toute communication de ma famille. À la fin de la journée, elle m'a regardé avec inquiétude, « Tout va bien ?» Votre mère a rappelé 4 fois, elle avait l'air contrariée. Affaire de famille, ai-je dit, rien de grave. S'ils rappellent, dites-leur que je les rappellerai quand je pourrai. Je n'avais aucune intention de le faire. Ce soir-là, j'ai reçu un email de mon père. Il avait trouvé mon adresse email personnelle, probablement via une ancienne conversation. Objet, urge ou appelle-nous immédiatement. C'était un texte interminable sur sa déception, sur le fait que la famille doit se soutenir, sur mon égoïsme et mon immaturité, sur Camille qui pleurait à cause des dégâts, 30 000 € de dommages, selon lui, et comment je les trahissais dans leurs moments de besoin. Il n'a pas mentionné une seule fois ce qui s'était passé lors de ce dîner, ni une excuse pour m'avoir exclu du voyage ou avoir permis à Camille de dire que je n'avais pas ma place. Je l'ai marqué comme spam. Couper les ponts avec des personnes toxiques implique un deuil étrange. Je ne pleurais pas de les perdre, eux, mais de perdre la version idéalisée que j'avais toujours espéré qu'ils soient, la famille qui me valoriserait. Cette famille n'a jamais existé. Pendant 28 ans, j'ai poursuivi un fantasme. Le mardi, les appels ont cessé. J'ai supposé qu'ils avaient réglé le problème. Peut-être ont-ils engagé un professionnel, peut-être que la famille d'Arnaud a aidé, ou alors ils sont rentrés plus tôt de leur voyage. Je ne le savais pas et cela m'était égal. Le mercredi soir, à la salle de sport, j'ai vu un appel manqué d'un numéro inconnu. C'était Arnaud. Salut, on s'est peut-être trompé. Camille est anéantie. L'histoire de la maison était grave, il y a pour environ 30 000 € de dégâts, mais ce qui la ronge le plus, c'est ce qu'elle a dit au dîner. Ma mère l'a confrontée quand elle l'a su, elle lui a dit qu'elle était allée trop loin. Il a fait une pause. Je ne sais pas si tu écouteras ça. Ta mère a dit que tu avais changé de numéro et déménagé, mais si tu l'entends, peut-être que tu pourrais lui donner une chance de s'excuser. Elle est enceinte, elle était à fleur de peau, elle a dit des choses qu'elle ne pensait pas. Tu nous manques. Je l'ai écouté 2 fois. Il semblait presque sincère. Presque. La phrase clé était « elle ne le pensait pas ». La tentative classique d'excuse sans responsabilité émotionnelle. Enceinte, il y avait toujours une excuse pour Camille. Personne n'a envisagé que peut-être elle le pensait vraiment, qu'elle y songeait depuis des années et l'avait finalement dit à voix haute, et personne n'a parlé du fait que mes parents étaient restés silencieux. Un message vocal n'effaçait pas 28 ans passés au second plan. Je l'ai supprimé. Au cours des semaines suivantes, je me suis adapté à ma nouvelle vie. Je me suis lié d'amitié avec des voisins, j'ai trouvé une salle de sport qui me plaisait, j'ai commencé à participer à des soirées quiz avec des collègues. Construire des routines sans dîner dominicaux ni service de dernière minute, c'était la paix. Mon niveau de stress a chuté, je pouvais exister sans avoir à justifier mon existence. Lucas est venu comme prévu. Nous avons passé un week-end à explorer la ville. Il avait construit sa vie loin des drames familiaux, il avait appris avant moi que parfois, la chose la plus saine est de partir. Je te trouve différent, a-t-il dit, plus calme. Ne pas avoir des gens qui te disent que tu n'es pas assez bien, ça aide beaucoup, ai-je répondu. Tu crois qu'un jour ils comprendront? J'ai haussé les épaules, dans leur version, je les ai abandonnés pour rien. Alors, c'est leur problème, a-t-il conclu. Il avait raison. 6 semaines plus tard, j'ai trouvé une enveloppe collée sur ma porte. Pas d'expéditeur, juste mon nom écrit de la main de ma mère. À l'intérieur, une carte générique, nous savons que tu es fâché et nous voulons arranger les choses. Camille regrette ce qu'elle a dit. Nous sommes tous désolés. Tu es notre fils et notre frère. Nous t'aimons. Appelle-nous. Tu nous manques. C'était signé maman, papa et Camille.
En dessous, elle avait ajouté « Je suis désolé, j'ai eu tort, reviens ». Je l'ai lu 3 fois en cherchant une véritable reconnaissance. Rien sur les années de traitement inégal, rien sur ce qui s'était vraiment passé. Rien, juste des excuses vagues et tu nous manques. Je ne leur manquais pas, c'est ce que je faisais pour eux qui leur manquait. Je l'ai jeté dans le bac de recyclage. Ce week-end-là, j'ai mis à jour mes contacts d'urgence au travail et à la banque. J'ai retiré mes parents et ma sœur, j'ai ajouté Lucas et 2 amis proches. J'ai changé mes bénéficiaires, j'ai mis à jour mon dossier locataire. Je les ai effacés des aspects pratiques de ma vie, document par document. C'était fermer les chapitres d'un livre que je n'avais jamais voulu lire. 3 mois plus tard, Lucas a appelé avec des nouvelles, Camille avait eu une petite fille, Charlotte. Mes parents étaient euphoriques, la famille d'Arnaud a organisé une grande fête. Ils disaient que je refusais de rencontrer ma nièce par rancune. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, ai-je répondu, ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas si simple. J'ai envoyé un cadeau via Amazon, neutre, approprié, avec une courte carte, félicitations pour votre fille, je vous souhaite le meilleur. Sans adresse d'expédition. Je ne les détestais pas, je n'étais pas en colère non plus, je ne voulais tout simplement pas d'eux dans ma vie. Ce n'est pas de la rancune, c'est de l'autoprotection. 4 mois plus tard, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un de mon travail. Rien de sérieux, mais agréable. Je lui ai donné une version résumée, je n'ai pas de contact avec ma famille, c'est compliqué mais nécessaire. Elle n'a pas insisté, elle a partagé son propre drame familial, cette expérience nous a rapprochés. Je te trouve en paix, m'a-t-elle dit un soir. Je le suis, ai-je répondu, ça m'a pris du temps, mais je vais bien. Et c'était vrai. Pour la première fois, je n'attendais pas le prochain reproche, je ne mesurais pas ma valeur à leur approbation. Je vivais ma vie. À 6 mois, j'ai reçu un message d'Arnaud sur Facebook, ton nom est revenu lors d'une réunion de famille. Ma mère a confronté Camille et tes parents, elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire comment ils t'avaient traité pendant si longtemps. C'était gênant. Mais quelqu'un devait le dire. Camille a pleuré, ta mère s'est mise sur la défensive, ton père était sous le choc. J'aurais dû parler plus tôt, pardon. Tu méritais mieux. Je l'ai lu et je n'ai pas répondu. Que quelqu'un le signale 6 mois plus tard ne changeait rien. Si mes propres parents ne pouvaient pas le reconnaître par eux-mêmes, la honte passagère ne transformerait pas leur comportement. Je l'ai laissé en vue. Aujourd'hui, presque 1 an s'est écoulé. Ma nouvelle vie est bien établie, j'ai un groupe d'amis solides, je suis proche d'une autre promotion au travail et je suis sincèrement heureux. Pas un bonheur fin ni résigné, vraiment heureux. Commentaire, parfois, le plus grand acte d'amour que l'on puisse s'offrir est d'avoir le courage de s'éloigner des environnements qui ne nous respectent pas. Votre valeur ne se mesure pas à votre capacité à résoudre les problèmes des autres ni à votre utilité constante. Poser des limites saines n'est jamais un acte d'égoïsme, mais une étape essentielle pour protéger votre propre équilibre mental. Il faut beaucoup de force pour choisir la paix intérieure plutôt que de continuer à chercher une validation qui ne viendra peut-être jamais. La véritable famille, qu'elle soit de sang ou de cœur, est celle qui vous célèbre pour ce que vous êtes et non pour ce que vous faites pour elle. Le chemin vers la guérison commence souvent par le deuil des relations idéalisées pour accepter la réalité avec lucidité. Je vous invite à réfléchir à vos propres relations et à vous demander si elles vous nourrissent ou si elles vous épuisent. Prenez le droit de vous entourer de personnes bienveillantes qui reconnaissent votre présence comme un cadeau. Prenez soin de vous et rappelez-vous que vous méritez d'être aimé et respecté sans aucune condition. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.